Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de cette série sur la linguistique pour l'apprentissage et l'enseignement des langues. Cet épisode est consacré aux outils de la linguistique de corpus ainsi qu'à ses méthodes et ses ressources. Tout d'abord, je vous présente la structure de cet épisode. Nous allons tout d'abord introduire un nouveau terme, notamment le terme corpus, qui sont des ressources d'observation d'usage langagier naturel. Ensuite, nous allons voir quelques outils numériques d'analyse. Je vais vous présenter, comme d'habitude aussi, la littérature recommandée. En tant que ressources, aujourd'hui, les ressources les plus appropriées pour étudier l'usage langagier naturel réel sont ce qu'on appelle des corpus. Ce mot a plusieurs définitions. Le mot pour la linguistique veut dire en fait une collection du langage utilisé. Et cet langage se produit dans des circonstances dans lesquelles les locuteurs faisaient clairement quelque chose d'autre que démontrer le fonctionnement du langage. Je cite la définition de Brasil. Donc c'est une définition qui n'est pas récente, mais qui tient toujours la route. Un corpus peut chercher à représenter une langue dans sa totalité ou une partie d'une langue. Selon cette définition, un corpus peut être formé avec les œuvres de Balzac, tous les numéros d'un journal, national ou régional, une certaine rubrique de ce journal en 2021, donc à un moment bien précis, les critiques de restaurants sur un site web, les enregistrements audio ou leur transcription des dialogues dans une boulangerie, des dossiers semestriels des étudiants en langue, l'Internet, qui est en fait le corpus le plus grand, un corpus gigantesque, qui n'a pas été organisé selon des principes véritables de construction. Et c'est aussi un corpus qui s'élargit, qui se construit au fur et à mesure. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités de construire un corpus, il y a plusieurs types de corpus. Cela peut être lié à un écrivain, au texte d'une personne spécifique. On peut déjà se poser la question, pourquoi, en quoi ces catégorisations nous sont-ils utiles? Bien sûr, quand on apprend une langue, la langue n'existe pas en tant qu'un bloc, mais c'est une entité qui a plusieurs sous-parties, et ces sous-parties peuvent être des différents types de textes écrits ou oraux. Tout cela nous permet de composer plusieurs corpus selon le principe que nous choisissons. Si nous souhaitons étudier l'usage langagier de Balzac, bien évidemment, il est utile d'avoir un corpus des œuvres de Balzac. Peut-être qu'il nous est également utile pour pouvoir comparer son utilisation et identifier des caractéristiques spécifiques à Balzac, avoir aussi une collection d'autres écrivains de la même époque. C'est juste pour vous donner un exemple, que vous ayez une idée en fait de la flexibilité de ce que peut être un corpus, et aussi du fait que selon mes besoins, selon ce que je souhaite étudier, je peux composer des corpus très très différents. Ce qui est important et ce qui doit être commun à tous ces corpus, c'est que les textes qui se trouvent dans ce corpus n'ont pas été générés dans le but de démontrer ou réfuter une hypothèse linguistique. C'est-à-dire, je ne compose pas des textes ou je n'invente pas des phrases pour tester une hypothèse, mais c'est des textes qui existent bien avant l'analyse linguistique. Donc, le corpus contient des textes que les locuteurs sont prononcés ou écrits à un moment donné dans une situation de communication réelle. Nous en avons déjà parlé dans l'épisode précédent. La question qui se pose bien évidemment, c'est pourquoi c'est utile, pourquoi consulter des corpus, pourquoi l'existence de ces corpus nous est utile. La réponse est peut-être aussi un peu évidente. L'analyse des énoncés réels nous aide à obtenir des connaissances plus approfondies sur l'usage langagier naturel. Donc, si vous pensez à la description linguistique avant l'existence des corpus, avant la possibilité d'étudier ce langage de façon très systématique, les linguistes étaient obligés de soit
essayer de trouver des réponses à certaines questions en faisant appel à leur intuition et à leur expertise, ou en testant certaines hypothèses, en demandant aux natifs, par exemple, de remplir des questionnaires, répondre par oui ou non, est-ce que je trouve cette phrase naturelle? Et aujourd'hui, nous n'avons pas ces limites, donc nous pouvons vraiment accumuler un très très grand nombre de, de phrases, d'énoncés réels, qui va permettre par conséquent de fournir une meilleure description de la langue, donc plus pointue, plus exacte qu'avant. Je vous montre un exemple de corpus. Un des premiers corpus et le corpus qui est maintenant un des plus grands et qui est considéré comme un exemple, un bon exemple, une bonne pratique de construction de corpus est le British National Corpus, le BNC. C'est un corpus que vous pouvez accéder gratuitement. Vous voyez une petite introduction. Un autre outil que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sketch Engine, est également une grande, grande collection de textes. Vous voyez ici, par exemple, French Web 2017, donc tout ce qui a été écrit en français sur Internet jusqu'à 2017 est collectionné, est collecté dans cette corpus qui est très, très, très grand, donc qui a des milliers de phrases. Et vous avez aussi des outils différents. Par exemple, ici, WordSketch qui va vous permettre de voir comment un mot est utilisé, quels sont les mots partenaires, les unités multilexicales dans lesquelles ils émergent le plus souvent. Vous avez aussi un thésor, vous avez aussi plusieurs outils que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est juste un premier coup d'œil sur le corpus. Ici, vous avez non seulement le français, vous avez énormément de choix de langues. Les outils pour l'observation que je vais vous présenter sont les quatre suivants, notamment le concordancier, l'extracteur d'unités multilexicales, liste de mots ordonnés par fréquence et ce qu'on appelle l'extracteur de n-grammes. Le concordancier, à quoi ressemble cet outil? Le concordancier est finalement une manière de présenter la langue et présenter des phrases qui contiennent le même élément. Ici, vous voyez, nous avons cherché le mot habiter dans ce grand corpus de la langue française, donc tout ce qui a été publié sur Internet avant 2017, et vous voyez des milliers d'exemples donc tirés de ce corpus qui vont vous aider à analyser la langue. Comment cet outil nous aide à analyser la langue? Eh bien, si vous regardez habitant, habiter, etc., vous voyez donc sur le côté droite ou sur le côté gauche, peut-être des éléments qui reviennent dans plusieurs phrases, donc qui vont vous montrer un certain patron d'utilisation, notamment habitant Paris, rue de la République, Cormontreuil, à Cormontreuil, la région, avec sa mère à Verfeil, à Antaya, Le Mans, de l'autre côté de la Terre. Bien évidemment, si on vous demande ce que ça veut dire le mot habiter, bien sûr, vous allez dire vivre quelque part, c'est toujours associé à un lieu. Par contre, vous trouverez aussi dans ce concordancier deux structures différentes, notamment habiter Paris, habiter rue de la République et habiter à. Ces phrases montrent qu'il y a effectivement donc des patrons, il y a des usages typiques, des usages, un environnement textuel dans lequel ce mot émerge. Et cette lecture horizontale et verticale en même temps va vous permettre aussi donc de découvrir ces patrons. Alors que probablement, si vous rencontrez ce mot exemple par exemple, mais assez lointain dans le temps et dans l'espace,
il est beaucoup plus difficile d'identifier des patrons. En étudiant 10, 20, 100, 100 000 exemples, il y aura donc des patrons qui se dessinent, donc des usages typiques, des utilisations typiques ou des patrons auxquels nous n'avons pas pensé avant. Et c'est ce qui est finalement l'approche empirique. Je regarde mon corpus, je cherche un mot habiter, je veux savoir comment ce mot est utilisé sans vraiment formuler une hypothèse au départ. Je peux bien sûr aussi formuler une hypothèse au départ et je vais étudier donc les phrases qui ont été véritablement prononcées sans but linguistique par les interlocuteurs, par les locuteurs et je vais essayer de comparer, essayer de trouver ce qui les assemble, ce qui est commun à tous ces énoncés ou à une grande partie de ces énoncés. Peut-être qu'il y aura plusieurs patrons, plusieurs usages, comme ici nous avons vu avec et sans préposition, donc habiter et son complément de lieu. Le deuxième outil extrêmement fascinant et puissant et utile, c'est l'extracteur des unités multilexicales. Notamment, vous avez dans Sketch Engine, donc dans le programme que j'utilise pour vous montrer les différentes fonctionnalités, mais ces outils existent aussi dans d'autres programmes de donc software d'analyse de corpus. Vous pouvez aussi voir quels sont les mots qui entourent le mot cherché, ici donc habiter, le plus fréquemment, notamment quels sont les objets. Vous voyez région, j'habite la région, habite le quartier, habite Paris, habite une maison, habite une certaine rue. Donc vous voyez beaucoup d'exemples. En tant qu'apprenant de langue, ben, bien évidemment, c'est des trésors, c'est vraiment une cave d'Ali Baba si vous voulez, où vous trouvez de façon compacte vraiment les informations sur le comportement d'un mot dans la phrase, comment ce mot comporte-t-il quand il est utilisé par les natifs. Vous voyez aussi le sujet typique, donc la famille, résident, les parents, un esprit, donc le contexte religieux apparaît également, et certains modificateurs de ce mot. Si vous cliquez sur ces trois points, ici dans cet outil, vous pouvez accéder aussi à des lignes de concordance. Donc, vous trouverez, comme nous avons vu dans le concordancier, des phrases qui vont vous montrer habite la région, donc cette expression dans des phrases, dans des énoncés, donc dans un texte plus long que juste ces quelques mots. Un autre outil qui est très utile est la liste des mots ordonnés par fréquence. Ici, vous voyez par exemple les verbes les plus fréquents de la langue française. C'est peu surprenant que le premier mot soit être, deuxième avoir, pouvoir, faire, devoir, voir, prendre, etc., etc. C'est un outil qui est très intéressant pour les apprenants de la langue parce que cet outil va nous guider un peu dans l'apprentissage. Cet outil va nous montrer quels sont les verbes, quels sont les éléments langagiers qui sont très fréquemment utilisés par les natifs. Bien évidemment, fréquemment utilisés veut dire aussi beaucoup d'usages différents, peut-être beaucoup de significations, beaucoup de sens aussi différents. Nous avons aussi un autre outil qui est très intéressant, l'extracteur de Ngram, qui va nous extraire des textes, des mots qui se suivent avec une grande fréquence. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément toujours des phrases ou des expressions qu'on comprend, ne peut être, avant d'être, doit pas être. Donc, c'est des petits bouts de phrases. Donc, c'est des séquences de mots qui se suivent avec une grande fréquence. Ici, d'ailleurs, vous voyez aussi toujours la fréquence avec laquelle il se présente. Il y a plusieurs mesures statistiques. Nous n'allons pas en parler, mais si ça vous intéresse, à la fin, vous trouverez aussi de la littérature qui vous aide, qui vous guidera à explorer les différentes mesures statistiques. Donc la linguistique de corpus, ce domaine relativement nouveau qui existe depuis une cinquantaine d'années, c'est un domaine des sciences du langage qui a pour objet d'observer donc les manifestations concrètes et réelles de la langue
que les outils, qui sont principalement des outils numériques, permettent d'explorer de manière empirique. Donc c'est le domaine de la linguistique de corpus qui, j'espère que j'ai déjà réussi à vous convaincre, peut nous informer et peut nous guider aussi dans l'apprentissage et l'enseignement des langues. Ce domaine de la linguistique prend une position descriptive, donc nous ne souhaitons pas dire ce qui est correct, ce qui est faux, ce qui est correct dans l'utilisation. Nous observons et nous constatons certaines régularités, nous essayons donc de trouver des patrons. Nous observons donc l'utilisation langagière et nous utilisons pour cela des mesures statistiques. Nous essayons bien évidemment d'écrire la langue choisie ou une partie de la langue choisie à partir de ces observations. Pour résumer, nous pouvons donc dire que le corpus est une collection du langage utilisé qui permet d'observer l'usage langagier naturel et qui peut être observé avec les outils numériques, dont les plus importants sont le concordancier. Vous vous souvenez les phrases avec le mot-clé en rouge, lecture verticale et horizontale en même temps, l'extracteur d'unités multilexicales, qui va vous donner les voisins à gauche et à droite les plus fréquents du mot choisi, la liste de mots par fréquence, qui peut nous informer par exemple des verbes les plus fréquents. L'implication pour l'enseignement est bien évidemment de choisir, de sélectionner, de traiter ces verbes, par exemple, déjà dès le début de l'apprentissage. Et aussi l'extracteur de n-grammes, qui va nous donner des chaînes de mots, des séquences de mots bien identifiables. Et encore une fois, ces séquences de mots seront d'une grande utilité pour découvrir les patrons. Par exemple, le verbe être est souvent utilisé avec un auxiliaire, l'infinitif du verbe être. Le domaine linguistique consacré à ces études s'appelle la linguistique de corpus, dont le but, c'est une meilleure description de la langue étudiée, donc comme j'ai dit, basée sur l'usage et basée sur des mesures statistiques. Nous allons étudier la question de l'importance de ces résultats pour nous, apprenants et enseignants des langues. Donc, les résultats pertinents de l'analyse de corpus pour l'apprentissage des langues sera le sujet de notre épisode suivant. Comme d'habitude, je vous ai fait un petit résumé de la littérature recommandée. Si les questions que j'ai traitées dans cet épisode vous intéressent, n'hésitez pas à consulter ces ouvrages.